Janvier-février 2026. Les ventes de BYD s'effondrent de près de 36% en un an et Geely la dépasse de 76 000 véhicules. Moi qui avais mis mes économies sur le nom BYD, je regarde ces chiffres et je comprends que j'ai cru à la mauvaise légende. Pourtant, fin 2023, c'est bien BYD qui dépassait Tesla. 3,02 millions de véhicules électriques contre 1,84 million. Et le monde entier parlait d'un nouveau roi de l'automobile électrique. Aujourd'hui, le bénéfice de BYD recule de 19% pour la première fois depuis 2021. L'action à Hong Kong cote 44% sous son pic de juillet 2025. Les stocks des concessionnaires débordent, bien au-delà des délais normaux. Et sur un chantier au Brésil, les inspecteurs ont trouvé 163 ouvriers dans des conditions qu'ils ont eux-mêmes qualifiées de « proches de l'esclavage ». Comment une entreprise que le bras droit de Warren Buffett comparait à Thomas Edison en est-elle arrivée là, jusqu'à figurer sur une liste du Pentagone? Je vais reconstruire, étape par étape, ce qui se cachait derrière les rabais de 53 000 yuan et pourquoi je ne crois plus à cette success story. Parce qu'il faut le dire, la légende, au départ, tenait parfaitement debout. En 1995, un certain Wang Chuanfu fonde BYD comme simple fabricant de batteries, dans un pays qui ne pesait alors presque rien dans l'automobile mondiale. Personne, à l'époque, ne parie sur un futur constructeur de voitures électriques planétaires. Puis en 2008, arrive le saut qui change tout. Warren Buffett, via Berkshire Hathaway, investit environ 230 millions de dollars pour prendre près de 10% du capital, à un prix proche d'$1 l'action. Ce n'est pas un simple pari financier. C'est une caution morale. Et cette caution, Charlie Munger, l'associé de Buffett, la formule en une phrase devenue culte. Wang Chuanfu, disait-il, est une combinaison de Thomas Edison et de Jack Welch, l'inventeur et le gestionnaire réunis dans un seul homme. À l'époque, j'y ai cru comme des millions d'autres investisseurs et d'acheteurs. Et pendant 15 ans, les faits semblaient donner raison à cette légende. BD grandit, diversifie, produit ses propres batteries, ses propres puces, ses propres chaînes. Puis vient le moment que tout le monde attendait. Au 4e trimestre 2023, BD dépasse Tesla en nombre de véhicules électriques vendus. Sur l'année entière, 3,02 millions de unités contre 1,84 million pour la marque américaine. Ce n'était plus une success story chinoise confidentielle, c'était devenu la preuve que le centre de gravité de l'industrie automobile venait de basculer. En 2024, BD atteint un pic historique, 34,1% de part de marché sur les véhicules à énergie nouvelle en Chine, plus d'un tiers du marché le plus compétitif au monde entre les mains d'une seule entreprise née dans les batteries. À ce moment-là, tout semblait justifier ma confiance. L'aval de Buffett, la comparaison à Edison, la victoire sur Tesla, la domination du marché chinois. Sur le papier, c'était l'histoire parfaite à raconter à n'importe quel investisseur prudent. Alors pourquoi aujourd'hui, je regarde ce même dossier avec un goût amer? Pourquoi une entreprise qui cochait toutes les cases du succès en est-elle arrivée, en l'espace de 2 ans à peine, à sacrifier sa propre marge, sa réputation et sa couronne domestique? La réponse commence quelques mois plus tard, un jour de mai 2025, quand BYD a pris une décision qui allait tout faire basculer. Le 23 mai 2025, BYD annonce des remises sur 22 modèles. Jusqu'à 53 000 yuan de rabais, plus de 7 300 $ sur certaines versions. Sur le papier, ça ressemble à un cadeau pour les clients. Moi, j'y ai d'abord vu la preuve que le géant restait généreux, dominant, imbattable. Sauf que le marché, lui, n'a pas vu un cadeau. Il a vu une entreprise en train de brader sa propre couronne pour garder des parts de marché qu'elle sentait déjà lui échapper. La réaction a été immédiate et brutale. L'action BYD s'effondre de 8,3% en une seule journée à Hong Kong. Un chiffre pareil, sur une capitalisation pareille, ce n'est pas de la nervosité passagère. C'est le marché qui envoie un message très clair. Ces rabais ne sentent pas la force, ils sentent la panique. Et quand les investisseurs sentent la panique chez le numéro 1 mondial du véhicule électrique, croyez-moi, personne ne reste calme très longtemps. Ce qui suit est encore plus révélateur. L'Association chinoise des constructeurs automobiles, la CAAM,
et le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, le MIIT, sortent un avertissement officiel contre ce qu'ils appellent les guerres de prix chaotiques. Comprenez bien ce que ça veut dire. Ce n'est pas un concurrent jaloux qui critique BYD dans la presse. C'est l'État chinois lui-même qui tape du poing sur la table, publiquement, contre la stratégie de l'entreprise censée incarner sa réussite industrielle à l'international. Pékin ne s'arrête pas à un communiqué. Tout au long de 2025, le pouvoir lance une véritable campagne contre ce qu'il nomme la Neizhuan, l'involution, cette surenchère de prix et de surproduction qui grignote les marges de tout un secteur sans créer aucune valeur réelle. Autrement dit, l'État chinois désigne noir sur blanc le modèle de croissance à tout prix que BYD a incarné mieux que quiconque, année après année. Belle image de légende industrielle protégée par Pékin, non ? Sauf que la légende commence justement à déranger ceux qui l'ont laissé grandir. Et les chiffres confirment que ce n'était pas juste une tempête médiatique. La part de marché de BYD sur les véhicules à énergie nouvelle en Chine tombe de 34,1% en 2024 à 27,2% en 2025. Presque 7 points de part de marché envolés en un an, pour l'entreprise qui, 18 mois plus tôt, dépassait Tesla et faisait la une de tous les médias économiques. Si vous pensiez investir dans une trajectoire à sens unique vers le sommet, voilà le genre de chute qui devrait vous faire relire vos calculs de rentabilité 2 fois plutôt qu'une. Puis vient l'aveu que personne n'attendait en septembre 2025. BYD abaisse son objectif annuel de vente de 5,5 millions à 4,6 millions de véhicules. Presque 900 000 unités rayées d'un trait de plume. Une baisse d'environ 16% de l'ambition affichée quelques mois plus tôt. On ne révise pas un objectif de cette ampleur parce que tout va bien. On le révise parce que la réalité du terrain, commandes, stocks, appétit des acheteurs, a rattrapé la communication triomphante. Et par la suite, l'entreprise atteindra ce plan revu à la baisse, ce qui, à mes yeux, ne mérite ni le mot échec, ni le mot exploit. Juste un aveu maquillé en objectif tenu. Remettez tout ça bout à bout et une seule lecture tient debout. Les rabais de mai 2025 n'étaient pas un coup marketing audacieux, c'était la première fissure visible d'une stratégie de croissance qui commençait déjà à craquer sous son propre poids. L'État qui gronde, l'action qui plonge, la part de marché qui fond, l'objectif qu'on rabote en catastrophe, ce ne sont pas 4 incidents séparés. C'est une seule et même histoire racontée 4 fois. Mais une remise, aussi violente soit-elle sur un communiqué financier, ne reste jamais qu'un chiffre abstrait tant qu'elle n'a pas de visage. Et le vrai visage de cette guerre des prix, ce n'est pas dans les bureaux de BYD à Shenzhen qu'il faut aller le chercher. C'est chez ceux qui doivent, chaque jour, écouler ces voitures à prix cassé sur le terrain, les concessionnaires. Et ce qui se passe en ce moment même dans leur parking mérite qu'on s'y arrête très sérieusement. On m'avait vendu une machine à vendre des voitures. En réalité, j'ai découvert une machine à les entasser. Parce que derrière les remises à 53 000 yuan dont je vous parlais à l'instant, il y a une question toute bête que personne ne pose assez fort. Où vont les voitures qui ne se vendent pas ? La réponse, ce sont des parkings de concessionnaires qui débordent, des comptables qui trafiquent les chiffres et des fournisseurs qu'on presse comme des citrons. Bienvenue dans la partie du rêve BYD qu'on ne montre pas dans les publicités. Commençons par un chiffre technique mais parlant. Le délai de rotation des stocks chez les concessionnaires BYD atteignait 2,5 mois, contre 1,5 mois considéré comme le seuil d'alerte pour toute la profession. Ça paraît abstrait ? Traduisant, chaque voiture reste en moyenne 1 mois de plus sur le parking avant de trouver un acheteur, par rapport à ce que le secteur juge soutenable. 1 mois de plus, ça veut dire 1 mois de plus d'intérêt d'emprunt pour le concessionnaire, 1 mois de plus de dépréciation. Et ça, ce n'est pas BYD qui le paye en premier, c'est le réseau qui porte la marque sur le terrain. Et ce n'est qu'une moyenne. Certaines estimations, que je vous signale clairement comme des évaluations non officielles et non confirmées par les comptes de l'entreprise, avancent un stock accumulé d'environ 3,5 millions de véhicules invendus dans le réseau de distribution. 3,5 millions. Même si le vrai chiffre était 2 fois plus bas, on parlerait déjà d'un océan de tôles immobilisées, financées à crédit, en train de perdre de la valeur chaque semaine qui passe.
Voilà ce que croissance à tout prix veut dire une fois qu'on gratte le vernis. Et pour faire tourner ce genre de stock, certains concessionnaires auraient trouvé une astuce. Le président de Great Wall Motors, un concurrent direct, je le précise, donc une source à prendre avec la prudence qu'elle mérite, a affirmé publiquement qu'entre 3000 et 4000 points de vente en Chine revendraient des voitures neuves invendues sous l'étiquette de voitures d'occasion. L'objectif ? Sortir ces véhicules des statistiques officielles de stock et parfois capter au passage des subventions destinées à d'autres usages. Que ce soit exact ou exagéré par un rival qui a tout intérêt à noircir le tableau, une chose reste vraie. Quand un concurrent sent l'odeur du sang, c'est rarement pour rien. Pendant que les concessionnaires étouffent sous les stocks, BYD serre la vis de l'autre côté de la chaîne. L'entreprise aurait exigé de ses fournisseurs des baisses de prix de 20 à 30%. 20 à 30%, ce n'est pas une négociation, c'est un ultimatum. Pour un équipementier qui vend des batteries, des puces ou des pièces plastiques à BYD, ça veut dire rogner sur les marges, sur la qualité des matériaux, parfois sur les contrôles. Et devinez qui, au bout de la chaîne, hérite du résultat de ces économies forcées? Vous, si vous achetez la voiture. Et justement, parlons qualité. BYD a annoncé le plus grand rappel de son histoire. Plus de 115 000 véhicules. Pour des défauts de conception liés aux batteries, un risque de sécurité, pas un simple bug logiciel. Ce rappel ne tombe pas du ciel. Il arrive après 2 rappels majeurs en 2024, portant sur environ 104 000 véhicules, liés à des risques d'incendie et à des problèmes de direction. 3 alertes sérieuses en l'espace de 2 ans, sur une marque censée incarner la maîtrise technologique chinoise. Ça commence à faire beaucoup pour des incidents isolés. Remettons les morceaux ensemble. Une marge qui recule, des stocks qui débordent, des fournisseurs pressurés à 20-30% et des batteries qui finissent par être rappelées en masse. À mon avis, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'engrenage logique d'une entreprise qui a choisi de vendre plus vite qu'elle ne pouvait produire proprement. Et si c'est déjà ce que subissent des concessionnaires professionnels et des fournisseurs industriels, avec des contrats et des avocats pour se défendre, une question commence à me tarauder. Parce que la pression sur les stocks et sur les fournisseurs, ce n'est que la partie visible, chiffrée, presque abstraite de cette course à la croissance. Il existe une autre pression, bien plus directe, qui ne se lit pas dans un tableau de rotation de stock. Elle s'est exercée, littéralement, sur des corps humains, sur un chantier au Brésil, à Camaçari. Et c'est là que je vous emmène maintenant. Pendant que les concessionnaires BYD croulaient sous des stocks qu'ils n'arrivaient plus à écouler, un autre scandale couvait à des milliers de kilomètres de la Chine, au Brésil. Et celui-là, je vous préviens tout de suite, ne parle pas de chiffres de vente ou de marge. Il parle d'êtres humains. Le 23 décembre 2024, l'inspection du travail brésilienne débarque sur un chantier de construction de l'usine BYD à Camaçari, dans l'état de Bahia. Ce qu'elle y trouve va bien au-delà d'un simple manquement administratif. 163 ouvriers chinois vivaient sur ce chantier dans des conditions que les autorités brésiliennes ont officiellement qualifiées de similaires à l'esclavage. Je répète le chiffre parce qu'il mérite qu'on s'y arrête. 163 personnes, pas une poignée d'exceptions isolées. On m'a vendu une entreprise moderne, verte, tournée vers l'avenir énergétique de la planète. Sur le terrain, en 2024, on inspectait un chantier comme on inspecterait une plantation d'un autre siècle. Le logement, à lui seul, raconte l'histoire. Les inspecteurs ont documenté des situations où 31 personnes se partageaient une seule salle de bain. 31 personnes, une douche, des toilettes. Essayez d'imaginer ça après une journée de travail physique sous le soleil brésilien. Ce n'est pas de l'inconfort passager de chantier, c'est un entassement qui, selon les autorités, franchissait le seuil de la dignité minimale garantie par le droit du travail local. Et puis il y a les passeports. Sur ces 163 travailleurs, 107 se sont vus confisquer leur passeport par l'entreprise sous-traitante en charge du chantier, Jinjiang Open Engineering. Confisquer le passeport d'un travailleur étranger, c'est lui retirer sa liberté de partir, de négocier, de dire non. C'est exactement le mécanisme que les inspecteurs du travail associent historiquement aux formes modernes de servitude.
Xinjiang a rejeté les accusations. Et BYD dans tout ça? La position officielle du groupe est qu'il n'avait pas connaissance de ces conditions avant que les médias ne commencent à publier leurs révélations fin novembre 2024. Je vous le donne tel quel parce que c'est une affirmation de l'entreprise, pas un fait établi par l'enquête. Un géant mondial de la construction automobile, pilotant un chantier stratégique sur un continent entier, qui découvrirait la situation par voie de presse. À vous de juger si ça vous rassure. C'est là, pour moi, que la légende commence vraiment à sentir le vernis craquer. On m'a raconté l'histoire d'un fondateur visionnaire, d'une entreprise qui allait électrifier le monde en respectant, disait-on, une nouvelle façon de produire. Et voilà qu'au même moment où les concessionnaires chinois maquillent des voitures neuves en occasion pour faire tourner les stocks, un sous-traitant brésilien maquille, lui, des conditions de travail en simple gestion de main-d'œuvre. Le vernis, à un moment, ne tient plus. Le dossier n'est pas resté sans suite. En avril 2026, les autorités brésiliennes ont officiellement inscrit BYD dans leur registre des employeurs associés à des conditions de travail assimilables à l'esclavage, ce qu'on appelle là-bas la liste de la honte. Concrètement, cette inscription restreint l'accès de l'entreprise à une partie du crédit bancaire dans le pays. L'usine continue de tourner, mais le nom de BYD figure désormais, noir sur blanc, dans un registre que peu d'entreprises souhaitent voir accolé à leur marque. Alors voilà où j'en suis, avec vous, à ce stade du récit. En Chine, BYD perd des parts de marché et la confiance de ses propres régulateurs. Au Brésil, elle perd la face devant les inspecteurs du travail et les banques. Deux continents, deux types de crédibilité entamés. La question qui me trotte en tête et qui va nous emmener directement vers Washington et Bruxelles, c'est simple. Quand on perd sa réputation chez soi et son image à l'étranger en même temps, combien de temps avant que les gouvernements les plus puissants du monde décident, eux aussi, de vous regarder d'un autre œil? Vous pensiez que le pire pour BYD, c'était les dilemmes chinois. Détrompez-vous. En février 2026, le Pentagone inscrit BYD sur sa liste des entreprises liées à l'armée chinoise au titre de la section 1260H du NDAA. 4 mois plus tard, en juin, rebelote, deuxième inscription, dans une vague plus large touchant des dizaines d'entreprises chinoises. BYD dément fermement, parle d'une décision contraire aux faits. Sauf que dans ce genre d'affaires, ce n'est pas votre parole qui compte face à Washington. Précisons ce que cette liste change vraiment, parce que je ne veux pas vous vendre une catastrophe qui n'existe pas. Cette inscription ne déclenche aucune sanction automatique. BYD continue de vendre des voitures, d'ouvrir des usines, de signer des contrats. Mais elle complique sérieusement l'accès au marché de capitaux américains et aux contrats publics outre-Atlantique. Pour une entreprise qui a construit sa légende sur l'argent de Warren Buffett, se retrouver associé à l'appareil militaire de Pékin, c'est un genre de publicité dont on se serait bien passé. Et les marchés, eux, n'ont pas attendu de comprendre les nuances juridiques pour réagir. À la mi-2026, l'action BYD à Hong Kong traite environ 44%, sous son pic du 22 juillet 2025, quand elle culminait à 14,80 €. 44%. Ce n'est pas une correction, c'est un effondrement de la confiance qui s'accumule couche après couche. La guerre des prix de mai 2025, le scandale brésilien, et maintenant ce dossier Pentagone qui plane comme une ombre sur chaque bilan trimestriel. Et Bruxelles, pendant ce temps, prépare son propre coup. La Commission européenne travaille sur des droits compensateurs visant les véhicules hybrides chinois. Et devinez qui figure en tête de liste des cibles? BYD, Chery, SAIC. Attention, rien n'est encore signé, rien n'est encore en vigueur. C'est une menace, une procédure en préparation, pas un fait accompli. Mais pour un constructeur qui mise justement sur l'Europe pour compenser ses déboires domestiques, cette épée suspendue au-dessus de la tête n'a rien de rassurant. Parce que voilà l'ironie amère de cette histoire. L'Europe, c'est justement là où BYD réussit vraiment, sans artifice ni scandale. En 2025, les immatriculations de BYD sur le continent bondissent de 268,6% pour atteindre 187 657 véhicules, contre à peine 50 912 l'année précédente. Si vous cherchiez un signe de vitalité réelle, honnête, le voici. Je ne vais pas vous mentir pour noircir le tableau plus qu'il ne l'est déjà. Mais restons lucides sur les proportions.
Sur ce même marché européen, Tesla vend encore plus de voitures en valeur absolue, 238 656 unités en 2025, même si la marque américaine chute de 26,9% sur un an. Autrement dit, BYD grimpe vite, mais part de très bas, pendant que Tesla recule depuis un sommet bien plus haut. Les deux courbes se croisent en tendance, pas encore en volume. Retenez ça avant de vous emballer sur les prévisions. Alors, récapitulons ce que ça signifie concrètement pour vous si un jour vous envisagez sérieusement d'acheter une BYD en Europe ou d'investir dans son action. Vous achetez une marque qui grandit vite sur ce continent, oui, mais aussi une marque suspendue à une décision réglementaire à Bruxelles, ternie par un dossier américain qu'elle conteste sans pouvoir l'effacer, et dont l'action a déjà perdu près de la moitié de sa valeur de pic. La croissance des ventes ne protège pas automatiquement votre valeur de revente ni le cours de votre portefeuille. Et c'est là que la question devient vraiment cruelle. Pendant que BYD encaisse les listes noires de Washington, les menaces douanières de Bruxelles et l'onde de choc du scandale brésilien, quelqu'un d'autre, à Pékin, ne fait aucun bruit. Pas de scandale, pas de liste noire, pas de titres dans la presse internationale. Juste des chiffres qui montent, mois après mois, jusqu'à dépasser BYD chez elle sur son propre terrain. Qui est ce concurrent tranquille qui rafle la couronne pendant que tout le monde regarde ailleurs? Pendant que BYD négociait sa communication de crise, Geely, elle, faisait le ménage en silence. Li Shufu a lancé une stratégie baptisée One Geely. Fermer, fusionner, vendre tout ce qui faisait doublon dans le groupe. Ça sonne bureaucratique, je sais. Mais c'est exactement l'inverse de la recette BYD. Croître partout, vite, sans discipliner la structure. Geely, elle, a choisi de se resserrer avant de courir. Et pendant que son rival déroulait les remises, elle rangeait la maison. Le geste le plus parlant, c'est Zeekr. En mai 2025, Geely Auto propose de privatiser sa propre filiale premium, celle-là même qui devait incarner l'avenir électrique du groupe. En décembre 2025, l'opération est bouclée. Zeekr devient une filiale à 100%, plus de double cotation, plus de gouvernance parallèle. Toute la gestion passe sous une seule main, celle de Gan Jiayue, qui pilote désormais à la fois Geely Galaxy et Zeekr Technologies. Une marque, une chaîne de décision. Pendant que BYD gérait des rappels et des dealers en surstock, Geely simplifiait son organigramme. Et les chiffres suivent. En 2025, les ventes retail de NEV de Geely bondissent de 81,3% sur un an, à 1,56 million d'unités. Sa part du marché chinois des véhicules électriques et hybrides rechargeables grimpe à 12,2%, un niveau qu'elle n'avait jamais atteint. Ce n'est pas un feu de paille ponctuel, c'est une progression qui dure toute l'année, pendant que BYD, elle, voit sa propre part fondre de 34,1% à 27,2% sur la même période. L'un grimpe, l'autre glisse. Regardez ces deux courbes côte à côte, elles se croisent presque. Là où ça fait vraiment mal, c'est sur la rentabilité. La marge, celle qu'on ne peut pas maquiller avec des volumes. En 2025, le bénéfice net de BYD chute de 19%. À 32,62 milliards de yuan, sa première baisse annuelle depuis 2021. Pendant ce temps, le bénéfice net de base de Geely grimpe de 36%, à 14,41 milliards de yuan, porté par un chiffre d'affaires en hausse de 25%. Autrement dit, BYD vend en cassant les prix et perd de l'argent sur chaque marge de manœuvre. Geely vend mieux et gagne plus. Ce n'est pas une nuance comptable, c'est un renversement de logique. Et il y a ce détail qui, à mon avis, résume tout. La Geely Diome Xinduan, un petit hatchback compact, devient le modèle électrique le plus vendu de Chine en 2025. Pas une BYD, pas un modèle premium à la Zeekr. Une petite voiture populaire, sobre, sans scandale, sans campagne de rabais tonitruante. Pendant que BYD multipliait les annonces à 53 000 yuan de remise pour faire du volume, Geely vendait, tout simplement, la voiture que les gens voulaient acheter au prix qu'elle valait. Puis arrivent janvier et février 2026, et là, la fissure devient béance.
Les ventes de BYD s'effondrent d'environ 36% sur un an. Geely, elle, vend environ 76 000 véhicules de plus que BYD sur ces 2 mois cumulés. Je précise parce que c'est important. Ce n'est pas l'année entière, c'est une fenêtre de 2 mois. Mais dans l'automobile chinoise, 2 mois qui inversent un rapport de force qu'on croyait figé pendant 15 ans, ça n'arrive pas par accident. Et la tendance se confirme au premier trimestre 2026. Geely Auto vend environ 709 000 véhicules, BYD environ 700 000. Geely reprend, sur ce trimestre précis, le titre de constructeur chinois le plus vendu. Encore une fois, je le redis pour être honnête avec vous, ce n'est pas le bilan de toute l'année 2025 où BYD restait leader, c'est un trimestre. Mais un trimestre où l'élève dépasse le maître, ça mérite qu'on s'y arrête, non? Maintenant, l'honnêteté m'oblige à un contrepoint qui casse un peu mon élan. Le marché boursier, lui, ne suit pas encore cette histoire. Le PE prévisionnel de Geely tourne autour de 13 fois, contre environ 28 fois pour BYD. Autrement dit, malgré la chute de prix de BYD, les investisseurs continuent de payer plus cher chaque yuan de bénéfices futurs de BYD que de Geely. La légende, apparemment, a encore du crédit en bourse. Moi, je trouve ça presque irrationnel. Mais je ne suis pas gérant de fonds, alors prenez ça pour ce que c'est. Une observation, pas un conseil. Geely, elle, ne s'arrête pas là. Pour 2026, l'objectif affiché est de 3,45 millions de véhicules vendus, dont 2,22 millions de NEV, avec une ambition d'exportation allant jusqu'à 750 000 unités. C'est une trajectoire, pas encore une victoire actée. Mais c'est la trajectoire d'une entreprise qui a choisi la consolidation pendant que sa rivale choisissait l'expansion à tout prix. Et pour l'instant, sur les chiffres qu'on a sous les yeux, ce choix paie. Alors je repense à cette phrase de Charlie Munger, en 2008, quand Buffett venait d'investir 230 millions de dollars dans BYD. Il avait décrit Wang Chuanfu comme une combinaison de Thomas Edison et de Jack Welch, l'inventeur et le gestionnaire réunis en un seul homme. 17 ans plus tard, voilà ce qu'est devenu cette combinaison. Un organisateur de soldes à 53 000 yuan, une entreprise accusée d'avoir laissé confisquer les passeports de travailleurs chinois au Brésil, et un nom qui figure, 2 fois en 2026, sur une liste du Pentagone. L'inventeur et le gestionnaire ont cédé la place à quelqu'un qui gère des crises. Alors non, franchement, je ne vous conseille pas de mettre votre argent là-dedans maintenant, ni en actions, ni dans l'achat d'une voiture. BYD n'est pas en faillite, ce n'est pas la fin de l'histoire, elle reste le plus gros constructeur de NEV au monde sur 2025. Mais entre la marge qui fond, le titre à 44% sous son pic, les scandales ouverts au Brésil et à Washington, et Geely qui grignote sa couronne trimestre après trimestre, le risque est réel. Vous le paierez soit sur la valeur de l'action, soit sur la garantie et la revente de votre voiture. Alors dites-moi en commentaire, entre le nom qui a fait rêver le marché entier et le concurrent discret qui rafle la mise sans faire de bruit, vous auriez fait confiance à la légende ou aux chiffres froids ?